Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la COP21, après 2 semaines d'épuisantes négociations à la conférence sur les changements climatiques à Paris, la France a présenté le texte final de l'accord qui devra encore être revu et adopté par les ministres. Ce texte, qui est nécessairement un texte équilibré, contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles seraient peut-être impossibles à obtenir. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Il est fidèle au mandat de Durban. Il reconnaît la notion de justice climatique et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. L'accord de 31 pages entend contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré Celsius. L'accord rappelle que les parties doivent s'entendre pour atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, reconnaissant par ailleurs que ce pic n'a pas encore été atteint pour les pays en voie de développement. Le texte prévoit également d'allouer 100 milliards de dollars minimum par an aux pays en développement à partir de 2020. L'accord propose un réexamen collectif tous les 5 ans sur les progrès de chaque pays par rapport à leurs propres engagements nationaux. Les ministres des 180 pays membres des Nations Unies se réuniront prochainement pour décider d'adopter ou non le texte final. Les dirigeants mondiaux ont salué le nouvel accord sur le climat qui, pour eux, est un tournant majeur et un moment historique. Écoutons quelques-uns d'entre eux. Il a pour ambition de tracer à la planète une voie nouvelle vers un avenir affranchi des émissions et des aléas du climat. C'est un moment capital pour nous d'avoir conclu un nouvel accord global et juridique pour lequel nous voyons tous les pays engagés prendre des mesures ambitieuses selon les circonstances et les capacités nationales. Nous pensons en fait que l'accord est équilibré et que c'est le meilleur que nous puissions avoir en ce moment historique. Et le négociateur en chef de la Chine à la COP21, Xie Jianhua, a déclaré à la presse que la Chine prenait ce défi du changement climatique comme une occasion de mieux développer l'économie durable de la Chine. La Chine a joué un rôle important pour parvenir à cet accord. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré que le président Xi Jinping et la délégation chinoise avaient fourni une contribution énorme dans l'accord de Paris sur le climat. Cet accord va aider la Chine à avoir à l'avenir un développement vert et faible en carbone. En mettant en place cet accord, la Chine peut faire un pas en avant vers un développement intérieur durable. Le changement climatique devrait être vu comme une occasion et une incitation pour la Chine. Je crois que la Chine va parvenir à un développement durable dans le processus de mise en place, avec les autres pays, l'accord sur le climat. Deuxième partie de cette édition. Dimanche 13 décembre est la journée nationale commémorative du massacre de Nanjing en 1937. Il y a 78 ans, plus de 300 000 Chinois ont été tués de sang-froid dans la ville de Nanjing par des troupes japonaises. Ce matin, une cérémonie du souvenir a été organisée au mémorial des victimes de Nanjing. Le drapeau national a été mis en berne et 1 minute de silence a été respectée. Des milliers de personnes, dont des représentants du gouvernement, des soldats, des anciens combattants et des élèves, étaient présents lors de la cérémonie commémorative qui s'est tenue au mémorial des victimes du massacre de Nanjing. Des soldats ont déposé des couronnes de fleurs devant le principal monument aux morts, tandis qu'une musique solennelle accompagnait leur mouvement. Li Jianguo, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, s'est chargé du discours introductif. Nous rendons hommage aux victimes, nous honorons nos soldats et nous dénonçons les atrocités. Il ne s'agit pas d'entretenir la haine, mais de favoriser l'aspiration du peuple pour la paix et de construire un avenir meilleur.
Une déclaration de paix a été lue et la cloche de la paix a retenti. Des dizaines de colombes ont aussi été lâchées. Le massacre est devenu un événement majeur de l'histoire chinoise et il continue jusqu'à aujourd'hui de faire planer une ombre sur les relations sino-japonaises. Li Jianguo a déclaré que la Chine et le Japon doivent contribuer ensemble à la paix mondiale. Nous sommes fermement opposés à toute action dont le but serait d'édulcorer la réalité de l'agression. La Chine et le Japon ont fait de grands progrès dans leurs relations bilatérales depuis la normalisation diplomatique intervenue entre les deux pays en 1972. Les deux pays doivent se référer au principe de la déclaration conjointe Chine-Japon et tirer les leçons de l'histoire tout en se projetant dans l'avenir. Nous continuons de coopérer et de contribuer ensemble à la paix et au développement mondial. Pour marquer l'anniversaire, des cérémonies ont également été organisées sur les lieux des 17 autres fosses communes de Nanjing. Il y a 78 ans, l'invasion japonaise a marqué le début de 8 ans de tuerie et de brutalité. À Shanghai, une zone pour les réfugiés a été établie par un prêtre français pour accueillir ceux qui avaient perdu l'espoir. C'était une zone démilitarisée dans la vieille ville de Shanghai pour les civils chinois. Entre le 9 novembre 1937 et le 16 juin 1940, cette zone était le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang. Il y avait d'innombrables réfugiés venus de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire et soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas ». Nous avons un lieu pour vous cacher où les Japonais ne viendront pas vous tuer. Alors j'ai couru vers cet endroit avec ma famille. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang était Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il a joué les médiateurs entre Chine, Japon, Grande-Bretagne et France pour l'établissement de la zone de réfugiés de Nanshe, qui était respectée par toutes les parties au conflit et les autorités des concessions. Priest who is neutral. He doesn't have political affiliation. Le prêtre qui est neutre n'a aucune affiliation politique. Il peut parler aux Japonais. Il a dit aux Japonais qu'il allait s'occuper des réfugiés à sa façon et a dit aux Chinois qu'il ferait ce qu'il pourrait pour les aider. Il a fait en sorte que les deux se mettent d'accord sur l'existence de cette zone. C'est une leçon pour le monde, comment faire s'entendre des parties à un conflit et faire en sorte que des groupes multinationaux travaillent ensemble à une cause commune. And multinational groups to work together for a common cause. C'était un modèle de zone de sécurité à succès. Le modèle Bessange a ensuite été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe dans la ville de Nanjing, quand elle est tombée aux mains des Japonais. La zone des réfugiés de Rabe durant le massacre de Nanjing est très célèbre. En fait, la zone de Shanghai a été le modèle de cette zone de Nanjing. Et Jacquinot était le lien entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Or, la zone de Nanjing a échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après sa mise en place. Certains réfugiés se sont alors rendus à Shanghai, mais la plupart ne l'ont pas fait. Le travail de Jacquinot a été salué dans le monde. The Shanghai zone, because it was such a successful model and it worked for almost 3 years. La zone de Shanghai a été un tel succès, a fonctionné pendant 3 ans pour tant de gens. Elle est devenue un modèle pour les autres zones de réfugiés et a été un important facteur dans le dialogue du Comité international de la Croix-Rouge qui a abouti à l'adoption d'un article de la Convention de Genève consacré aux zones neutres. To finally adopt in 1949 an article in the Geneva Convention on neutralized zones. La zone est aujourd'hui un site touristique et elle est remplie de rires et de joie. Son importance historique continuera à être connue à travers les âges.
Hans Schipe était un écrivain et journaliste allemand. Il a été le premier volontaire juif à tomber au combat sur le sol chinois lors de la guerre contre l'agression japonaise. C'était un journaliste actif qui ne se laissait arrêter par rien pour raconter la véritable histoire de la Chine. Malheureusement, quelques jours avant Pearl Harbor, il est mort, un pistolet à la main, lors d'une bataille contre l'armée japonaise dans la province du Shandong. Le peuple chinois a érigé un monument à sa mémoire. Découvrons son histoire en images. En 1925, lors de son premier voyage en Chine, Hans Schipe a assisté au massacre qui a donné naissance au mouvement du 30 mai. Des milliers d'étudiants et d'ouvriers étaient rassemblés dans la concession internationale pour protester contre la répression et le meurtre d'un ouvrier chinois dans une usine textile japonaise. La police a ouvert le feu sur eux et fait 13 morts, des dizaines de blessés et une centaine de prisonniers. Rejetant la pression des autorités britanniques qui voulaient étouffer l'affaire, Hans Schipe a révélé la vérité. Durant la décennie suivante, il a suivi avec attention la cause du mouvement de libération nationale de la Chine. En 1938, il a eu l'occasion de réaliser des entretiens à Yan'an, le centre de commandement du Parti communiste chinois à l'époque. C'est là qu'il a rencontré le président Mao Zedong et d'autres dirigeants. Puis, petit à petit, il a réalisé l'importance pour un journaliste de partir au front. À l'automne 1941, il a laissé son épouse à Shanghai pour se rendre dans la province du Shandong, où il a entamé sa vie de reporter de guerre. Il réalisait interviews pendant le jour et écrivait la nuit. Certains prenaient des pilules pour dormir. Lui ne prenait pas pour dormir, mais pour stimuler son activité neuronale afin de pouvoir travailler plus. Plusieurs fois par jour, l'armée de la 8e route du PCC affrontait l'armée japonaise. Dans de telles circonstances, Schipe est rapidement devenu un véritable soldat. Il a eu son propre pistolet et combattait aux côtés de ses camarades. Si vous êtes journaliste, vous luttez avec votre stylo. Mais Hans a fait plus que cela. Il a combattu avec son stylo et son pistolet. Le 30 novembre 1941, une nouvelle fusillade a éclaté à l'aube. L'armée de la 8e route s'est retrouvée encerclée par les Japonais. La situation était mauvaise pour les Chinois. Les munitions sont de plus venues à manquer. Schipe a refusé de partir avec les 2 premières unités et a préféré rester et combattre. Il a été touché aux fesses et à la jambe. À la fin, quand les Japonais se sont approchés, ils l'ont vu et ils l'ont tué. Des milliers de personnes ont perdu la vie au cours de cette bataille. Hans Schipe est décédé à l'âge de 44 ans. Gumu, alors secrétaire de la branche du Shandong du comité central du PCC, lui a rendu hommage avec ces quelques mots. C'était un journaliste célèbre, mais il est mort en soldat. Il est venu d'Europe, mais a péri sur un champ de bataille de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon. De nombreux amis étrangers ont contribué à la libération de la Chine, mais il a été le premier Européen à prendre les armes et il est mort avec l'uniforme de l'armée de la 8e route dans la bataille contre les fascistes. Au cours de la lutte contre le fascisme, beaucoup de soldats travaillaient dans l'ombre et leur contribution n'a jamais été reconnue. Ran Leran est l'un d'entre eux. Cet artiste débordant d'enthousiasme révolutionnaire et patriotique a été surnommé le Picasso chinois. Il a été le premier adhérent issu de l'ethnie coréenne et également le premier artiste à entrer au Parti communiste chinois. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Hanlojan. Une salle commémorative a été mise en place. On y trouve beaucoup d'informations sur sa vie en tant qu'artiste et révolutionnaire. En 1919, une manifestation anti-japonaise a été organisée à Longjing, une ville située dans la préfecture autonome d'ethnie coréenne. Hanlojan, alors âgé de 21 ans, se trouvait au premier rang. En 1921, il a été reçu à l'école des beaux-arts de Shanghai, où il s'est lancé sur la voie révolutionnaire. En 1923, il a adhéré au Parti communiste chinois et en est devenu le premier membre d'ethnie coréenne.
En tant qu'artiste révolutionnaire, Han Lejean a également passé 8 ans en Europe. Au cours de son séjour, il a participé à la lutte contre le fascisme organisée par le Parti communiste français et il n'a pas hésité à utiliser son pinceau comme arme pour promouvoir l'esprit de la paix. En 1929, Han Lejean a commencé sa vie en Europe. Pendant 8 ans, il a voyagé dans plus de 10 pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre et l'Italie. Il est allé dans ces pays non seulement pour son dessin, mais aussi pour des activités de propagande et des enquêtes. En tant qu'étudiant pauvre, il n'avait pas les moyens de voyager dans tant de pays. Il avait sûrement des missions. Il s'agissait de missions de collecte d'informations pour la lutte contre le fascisme. Lors de sa 3e année en France, l'incident de Mukden a eu lieu en Chine. L'ambassade japonaise en Europe a alors encouragé les étudiants venant du nord-est de la Chine à rentrer chez eux pour travailler pour le Manchukuo. Il a publié avec 5 autres étudiants chinois en France une déclaration par laquelle il exprimait sa colère et son opposition à l'impérialisme japonais. Il a également travaillé pour la Fédération des Chinois résidant en Europe et a mobilisé des dotations pour la lutte contre les Japonais. Au cours de ses 8 années en Europe, Han Lejean a également amélioré son niveau de dessin. Il a été beaucoup influencé par l'impressionnisme français et a enrichi ses connaissances des objets anciens et des musées. En octobre 1937, Han Lejean a pris le bateau avec ses camarades et le général Yang Hucheng pour rentrer en Chine. À son retour, Han Lejean a été envoyé à Wuhan dans la Fédération de la lutte contre les Japonais basée dans le nord-est de la Chine. Il s'occupait de la propagande et de la communication. C'était un révolutionnaire et un artiste très connu. Il a utilisé son talent artistique pour sa carrière révolutionnaire. Il a été le premier membre du Parti communiste de notre ethnie et nous a légué une grande richesse spirituelle. Je vais prendre exemple sur lui. Après avoir vu ces documents, je pense que c'est un excellent fils de l'ethnie coréenne, une fierté pour les habitants de Longjing. Son esprit nous encouragera toujours. Après la capitulation du Japon en 1945, Han Lejean s'est engagé dans la découverte et la protection des arts de Tonghuang. Ses œuvres ont souvent pour thème la nature ou bien les scènes de travail. Il s'est beaucoup inspiré des minorités ethniques et des classes moyennes et ouvrières. Les gens qu'il décrit dans ses œuvres sont toujours optimistes quant à l'avenir. Comme par exemple dans son œuvre Avancée vers la lumière, où un couple et leur fille marchent durement dans les montagnes, mais lèvent leur tête vers l'horizon en avançant vers le soleil. Han Lejean et les autres camarades qui travaillaient dans l'ombre étaient des gens qui semaient sans penser à la récolte. Pour moi, ce sont des gens qui avaient le sens des responsabilités, la responsabilité de sauver leur nation. C'étaient des esprits qui pouvaient faire face aux difficultés et à l'obscurité. Ces esprits peuvent encourager notre nation à avancer toujours, sous le soleil ou les épreuves. Han Lejean est un artiste qui a fait preuve tout au long de sa vie d'un véritable engagement révolutionnaire. Sa vie est comme ce que son nom indique et ses œuvres montrent, il est toujours optimiste. Il a non seulement consacré sa vie à la révolution et à la paix, mais également laissé de nombreux trésors artistiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.